Donc en fait, l'agriculture est impliquée dans quasiment le dépassement de toutes les limites planétaires. On a des régions de grande culture où on a quasiment que des engrais de synthèse qui produisent quasiment que des exportations. L'élevage breton ne peut pas être alimenté sans les importations d'Amérique latine. L'intensification de l'agriculture, elle ne peut pas se faire sur des toutes petites exploitations. Ça veut dire concrètement qu'il va falloir se débarrasser de tous les petits agriculteurs qui n'ont pas voulu aller en ville, qui n'ont pas voulu devenir ouvriers d'usine, et les inciter à partir, à libérer leurs terres pour que les exploitations elles puissent s'agrandir. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent, il y en a aussi qui veulent pas partir quand même. Ça va susciter au sein du monde paysan la fin du mythe de l'unité du monde paysan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture française des années 1850 à aujourd'hui en utilisant deux angles, l'angle biogéochimique d'un côté et l'angle sociopolitique de l'autre pour répondre à des questions comme comment les systèmes agricoles sont passés de la polyculture élevage à l'agriculture spécialisée en déréglant complètement les cycles naturels, ou alors comment des choix politiques et technologiques ont réduit la proportion d'agriculteurs à moins de 2% de la population actuelle. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Julia Lenoé. Julia est chercheuse en métabolisme socio-écologique à l'Institut de recherche pour le développement. Son doctorat s'est focalisé sur les trajectoires des systèmes agricoles en France de 1852 à 2014. Dans cet épisode, nous allons décrire le fonctionnement biogéochimique passé et actuel des systèmes agricoles. Après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir un peu ce moment de la grande accélération avec une transformation radicale du fonctionnement biogéochimique des systèmes agricoles. Les événements clés qui ont bouleversé l'agriculture durant ces 2 derniers siècles. Cette petite agriculture, elle va vite montrer ses limites dans un contexte où justement les hommes et les chevaux sont mobilisés au front. Donc une agriculture très gourmande en travail, on lui ôte son travail. Et finalement, comment sortir de ce système agricole qui détruit tant les écosystèmes que la paysannerie? On voit qu'avec très peu de leviers, est-ce que c'est possible d'atteindre l'autonomie alimentaire, de transitionner vers une agriculture 100% bio et donc de diminuer les impacts environnementaux? En première approximation, c'est possible. Bonjour Julien, bienvenue au podcast. Bonjour. Merci de prendre le temps. C'est tout le temps un plaisir d'accueillir une collègue qui travaille dans le métabolisme socio-écologique. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi c'est important d'avoir cet angle de vue. Je t'ai introduit comme biogéochimiste. Peut-être qu'on peut rentrer par cet angle-là. Ton travail, c'est une analyse à 2 volets, biogéochimique d'un côté, de l'autre, sociopolitique, disons. Qu'est-ce que ça veut dire le regard biogéochimique? Et seconde question, si on utilise ce regard pour analyser l'agriculture, ça veut dire quoi et on apprend quoi? Alors, le regard biogéochimique, c'est s'intéresser aux transformations des nutriments. Donc, les nutriments, ça peut être l'azote, le phosphore, le potassium ou d'autres éléments comme le carbone. Et donc, on va regarder comment est-ce que ces éléments sont transformés dans l'environnement. Alors, en fonction de l'échelle à laquelle on s'intéresse, on va pas du tout voir les mêmes choses. Par exemple, si je suis biogéochimiste des sols et que je m'intéresse au rôle des micro-organismes sur la transformation de la matière organique, je vais observer des transformations très fines avec différents enzymes qui vont être impliqués dans ce qu'on appelle l'hydrolyse des molécules qui vont être transformées, etc. Bon, moi, c'est pas l'échelle à laquelle je m'intéresse. Moi, l'échelle à laquelle je m'intéresse le plus, c'est l'échelle du territoire. Donc, à l'échelle du territoire, le regard biogéochimique, eh bien, ça va être regarder le devenir de certains éléments. Donc voilà, tu l'as dit, le carbone, l'azote et le phosphore dans les systèmes agricoles. Et du point de vue donc de la biogéochimie, ça veut aussi dire identifier des compartiments au travers desquels transitent ces nutriments. Si j'identifie pas de compartiments, j'aurai tout simplement des flux partout et dans tous les sens, et donc ce sera pas quelque chose qui va être plus intelligible. Donc, pour étudier la biogéochimie, je suis obligée de simplifier le réel, d'identifier des compartiments pour rendre intelligibles des flux qui autrement vont dans absolument tous les sens. Donc, en fait, c'est une manière de mettre de l'ordre dans le réel pour mieux le comprendre. Et donc, pour donner un exemple peut-être un peu plus concret de comprendre les flux biogéochimiques dans les systèmes agricoles, je vais prendre l'exemple de l'azote. Donc,
L'azote, les plantes cultivées, en fait toutes les plantes, mais donc disons aussi les plantes cultivées comme le blé, l'orge, prélèvent l'azote sous forme minérale, sous forme de nitrate ou d'ammonium dans le sol. Donc ça, c'est indispensable à la croissance des plantes puisque l'azote, c'est un élément indispensable des protéines et donc il en faut absolument aux plantes. Par ailleurs, il en faut aussi pour les humains et c'est pour ça qu'on va consommer notamment du blé, de l'orge, du riz, etc. Sauf que un champ de blé ou un champ de maïs, contrairement à une forêt, eh bien tous les ans, l'azote qui est prélevé dans le sol et qui se retrouve dans le grain est récolté. Et donc, l'azote qui était dans le sol passe dans la plante et la plante passe dans notre estomac et ne revient pas forcément, en tout cas s'il n'y a pas de recyclage des matières fécales et des urines, eh bien, cet azote peut finir totalement ailleurs, dans les eaux de rivière, dans les eaux de mer, etc. Et donc, eh bien, pour restituer la fertilité des sols, il va falloir apporter de nouveau de l'azote. Alors, il y a plusieurs manières d'apporter de nouveau de l'azote. Ça peut être par l'utilisation dans la rotation de la culture de légumineuses, par exemple des lentilles ou bien de la luzerne, qui vont apporter de l'azote parce que c'est des plantes, voilà, les légumineuses qui ont cette capacité en association symbiotique avec des bactéries d'utiliser le diazote de l'air pour le transformer en ammonium, qui sera utilisable par les plantes, ou bien d'apporter du fumier de vache, du lisier porcin, des excrétions humaines. Donc ça, c'est d'autres manières de rapporter de l'azote au sol. Et enfin, une manière qui a été inventée depuis le début du XXe siècle, c'est par le procédé Haber-Bosch. Donc, la procédé Haber-Bosch, c'est faire dans des usines ce que font les légumineuses, mais avec un coût énergétique en termes de consommation d'énergie, et qui est bien souvent de l'énergie fossile, qui est beaucoup plus élevé, et qui va permettre de s'affranchir de la nécessité de rapporter les matières fécales ou le fumier au sol. Donc voilà, là par exemple, ce devenir de l'azote depuis la parcelle jusqu'à l'alimentation humaine, eh bien c'est une manière biogéochimique de comprendre la trajectoire de l'azote et de comprendre aussi les processus biologiques, mais aussi des processus géochimiques, parce que là j'en ai pas parlé, mais une partie de l'azote du sol peut aussi être lessivé, c'est-à-dire quand il pleut, l'azote va partir du sol vers les nappes phréatiques. Donc voilà, donc il y a des processus géochimiques, des processus biologiques, mais aussi des processus humains qui sont, on va sans doute en discuter après, en fait des processus sociaux, notamment le procédé Haber-Bosch dont j'ai parlé. C'est évidemment une invention qui prend place dans un contexte historique particulier, et le développement des engrais de synthèse, leur utilisation par l'agriculture n'est pas du tout quelque chose de spontané. C'est pas un choix que font les agriculteurs le matin, un beau jour, en se levant, en se disant tiens, finalement on n'a plus besoin du fumier, on peut utiliser Haber-Bosch, donc on va faire ça. Non, c'est le fruit d'un processus social et historique. Et en fait, la biogéochimie, elle va permettre de s'intéresser à la dualité des flux, puisque voilà, les flux, ils sont toujours à la fois physiques, matériels, mais ils sont aussi façonnés par des logiques sociales, des logiques historiques. Donc voilà, j'espère que ça répond déjà un peu à la question. Ouais. Surtout cet aspect de dualité, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, et ce qui est important aussi de où s'intègre l'humain dans cette question d'agriculture. Tu as mentionné que tu dois compartimenter un peu le travail, parce que sinon ça devient impossible à décrire, parce qu'il y a trop de choses. Quel compartiment tu choisis? Tu as parlé de la parcelle, de l'alimentation, des excréta. Quelles sont un peu les grandes composantes de notre système? Alors, d'abord, avant de parler des compartiments, la première question, c'est la question de l'échelle. Donc, bon, là, disons qu'on se situe à l'échelle d'un territoire. Donc, par exemple, de la Bretagne ou de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, ça peut être une délimitation territoriale. Au sein du territoire, je vais identifier différents compartiments. Donc, les compartiments que j'identifie habituellement quand je m'intéresse au système agroalimentaire, ils sont assez agrégés, c'est-à-dire qu'ils agrègent beaucoup de sous-compartiments. Et ce sont donc les terres arables, donc c'est là où on cultive les cultures annuelles, les terres, les cultures permanentes, donc là ça va être plutôt les vergers, les vignes, etc. Les prairies permanentes, donc là
pâture le bétail et la population humaine. Et donc, les cultures permanentes, on peut les laisser un peu de côté parce que c'est peut-être pas le principal dans ma recherche la plupart du temps. Mais donc, du coup, il y a au maximum 5 compartiments. Et donc, c'est entre ces compartiments qu'on va regarder les flux d'azote, les flux de carbone, les flux de phosphore qui caractérisent le fonctionnement du système agricole. Et donc, ce système agricole, il va être caractérisé par ces flux biogéochimiques. Et ces flux biogéochimiques, en les analysant, on va comprendre aussi les performances agronomiques, les performances environnementales d'un territoire agricole donné. Sachant que, encore une fois, le choix de l'échelle est très important parce qu'en travaillant à l'échelle du territoire, on va aussi agréger certaines spécialisations, ce qui fait que parfois à l'échelle territoriale, on va avoir l'impression que le territoire, il y a une certaine complémentarité entre différentes activités, ce qui parfois n'est pas tout à fait vrai, en ce sens que au niveau des exploitations, on peut avoir des exploitations qui sont beaucoup plus spécialisées que le territoire. Voilà. Donc dans ces 5 compartiments, il y a ces fameux flux qui bougent le carbone, l'azote, le phosphore, tu en as parlé d'autres également. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu regardes la quantité, il y a une qualité aussi de ces flux. Quels sont les différents indicateurs que tu regardes quand tu regardes ces flux dans ces différents compartiments qui s'imbriquent eux-mêmes dans différents territoires ? Alors, les flux, en fait, ils ont cet intérêt de rendre commensurables des phénomènes qui sont fondamentalement différents. Et donc, qualitativement, c'est la même chose. Un flux de carbone, c'est la même chose qu'un autre flux de carbone. Enfin, mais ça n'a pas forcément les mêmes effets en fonction que si c'est un flux de récolte ou si c'est un flux d'émission de CO2. Donc ça, on peut analyser la différence que ça produit. Mais mon point, c'est de dire l'intérêt du flux, c'est de rendre commensurables des phénomènes qui, au premier abord, ne le sont pas. Et donc, du coup, moi, ce que je vais faire dans mon travail, c'est d'abord justement faire ce travail quantitatif. Et donc, c'est un travail un peu de comptage. On va compter les flux, on va compter le carbone, on va compter l'azote, on va compter le phosphore. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur différentes sources de données. Alors, moi, une des sources de données sur lesquelles je m'appuie beaucoup, c'est la statistique agricole. Donc, la statistique agricole, elle donne des informations très précieuses sur les quantités produites de différentes cultures, de différents élevages, le niveau des intrants, donc qu'est-ce qu'on apporte au sol, sous quelle forme, etc. Et donc ces données, évidemment, elles ne nous sont pas données en carbone, en azote ou en phosphore, elles nous sont données en général en masse ou en volume. Et donc, une partie du travail du biogéochimiste va être de traduire ces flux qui sont en masse en flux de carbone. Donc pour ça, on va faire un travail minutieux d'investigation de coefficients qu'on va pouvoir appliquer pour convertir des flux de masse en flux de carbone ou en flux d'azote ou en flux de phosphore. Petite parenthèse, quand tu parles de masse, ça va être quoi ? Tonnes de récolte, autant de bovins, enfin c'est... Alors, ça peut être des tonnes de céréales, ça peut être des tonnes d'avoine, ça peut aussi être des tonnes de fertilisants de synthèse, ça peut aussi être des tonnes de production de viande. Alors, ça peut aussi être des nombres de têtes de cheptel, par exemple, nombre de bovins laits, de génisses, etc. Et donc, pour chaque tête de bétail, on va documenter des coefficients d'excrétion, c'est-à-dire qu'on peut déduire, à partir de la taille du cheptel, on peut déduire le niveau d'excrétion. Et ça, par exemple, le niveau d'excrétion, ça nous intéresse beaucoup puisque une partie de l'excrétion va pouvoir retourner aux terres arables ou sinon aux prairies permanentes. Une partie, évidemment, de l'excrétion est aussi volatilisée, c'est-à-dire qu'une partie des urines et des matières fécales ne va pas rester sur place, elle va être volatilisée dans l'atmosphère sous forme d'ammoniac. Et donc, du coup, peut-être juste pour répondre à la question des indicateurs que tu posais, en fait, en regardant la circulation des nutriments dans le système agricole, on va pouvoir dégager différents indicateurs. Un des indicateurs que j'ai développé c'est pas que moi, c'est des travaux collectifs que j'ai menés dans le cadre de ma thèse, donc aussi avec Josette Garnier et Gilles Bilène. Mais un des indicateurs, ça va être le surplus d'azote. Donc, le surplus d'azote, c'est la différence entre les quantités d'apport et ce qui est extrait par la récolte.
Et ce bilan, dans le cas des terres arables, il nous donne une bonne estimation du surplus. Donc, c'est-à-dire le surplus. Pourquoi je fais la différence entre bilan et surplus? Donc, bilan, c'est la différence entre entrée et sortie. Surplus, ça va être la part qui va être lessivée. Donc, lessivée, c'est les nitrates qui sont perdus vers l'environnement. Donc, sur les terres arables, on estime que c'est environ 70% du bilan d'azote qui est lessivé. Et donc, ce lessivage, c'est un indicateur environnemental important puisque les nitrates dans les cours d'eau sont responsables de l'eutrophisation. Donc, l'eutrophisation, c'est un phénomène de prolifération d'algues qui entraîne une consommation ensuite importante de ces algues par d'autres organismes qui vont du coup énormément respirer. En respirant, ils consomment du dioxygène, donc ils consomment tout le dioxygène, donc ils vont rendre le milieu anoxique. En rendant le milieu anoxique, il y a toute une succession d'espèces de bactéries qui se met en place et qui va complètement modifier la biodiversité du milieu avec des conséquences qui peuvent être néfastes sur la biodiversité des milieux aquatiques. Par ailleurs, l'azote, il n'est pas que responsable de l'eutrophisation quand il est en excès dans les milieux aquatiques. Il va en fait subir tout un tas de transformations qu'on appelle la cascade de l'azote. Donc, il y a une partie de l'azote qui va rester sous forme de nitrate, mais il y a aussi une partie qui va être dénitrifiée. Et au moment de la dénitrification, donc la dénitrification, c'est la transformation des nitrates en diazote de l'air. Le diazote, c'est un gaz inerte, donc il n'est pas du tout dangereux, il n'est pas du tout néfaste. Le diazote de l'air, c'est 80% de l'atmosphère, mais entre le passage des nitrates au diazote, il y a d'autres gaz qui sont émis, et notamment du protoxyde d'azote. Et donc le protoxyde d'azote, ça par contre, c'est un gaz à effet de serre avec une puissance de réchauffement qui est à environ 300 fois supérieure au dioxyde de carbone. Donc voilà, ça fait partie de la cascade de l'azote et des conséquences de l'enrichissement très fort de la planète Terre en azote réactif par l'agriculture. Parce qu'on en a parlé un peu au début, mais évidemment, l'agriculture, on va le voir, est responsable de dépassement de pas mal de limites planétaires. Tu en as parlé, le réchauffement climatique, les cycles biogéochimiques d'azote et de phosphore, et si on prend les déforestations, etc., on peut étendre les limites planétaires concernées. Ok, très bien. Je pense que là, on a une idée de ce sur quoi on va parler. Peut-être qu'on peut l'appliquer sur le cas du contexte français. Donc, toi, tu as territorialisé cet enjeu-là. On va en venir plus tard sur la question de comment tu as regroupé certains territoires pour en faire des territoires que tu analyses. Parfois, tu as analysé certains territoires également. Donc, tu as parlé de la Bretagne, tu as également fait certaines analyses sur un territoire spécialisé. Mais ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans cet enjeu d'histoire agricole, même si, je ne sais pas si tu utilises ce terme tu fais l'histoire de l'agriculture ou comment tu définis ça, toi? Donc, moi, je me définis pas comme historienne, mais je me définis comme étant capable de travailler avec des historiens et des historiennes et comme étant capable de mobiliser des travaux d'historiens et d'historiennes pour éclairer les flux biogéochimiques. En fait, les flux biogéochimiques ne nous disent pas grand-chose si on s'arrête à leur quantification. En fait, on peut faire du métabolisme socio-écologique ou en tout cas des approches de métabolisme en se contentant de quantifier des flux. Si on veut que ça nous dise quelque chose du métabolisme socio-écologique ou du métabolisme social, en fait, il faut aussi sortir des flux à un moment donné. Il faut sortir des flux pour regarder qu'est-ce que l'histoire. Alors quand je dis l'histoire, en fait c'est les historiens, c'est les livres d'histoire, les articles d'histoire, de sciences politiques, de sociologie qui ont été déjà écrits par d'autres. Être capable de s'approprier en fait une partie de cette littérature pour ensuite venir commenter, lire, faire une lecture des flux et donc sortir de la quantité, sortir juste de la quantification pour analyser ce qui dans le flux est social, pour en fait dire cette évolution de la trajectoire agricole de la France ou d'un territoire en particulier, elle ne peut pas s'expliquer seulement par les flux. En fait, elle doit s'expliquer en regardant
pourquoi est-ce que on change de pratique agricole, pourquoi est-ce que la taille des exploitations change, etc. Donc voilà. Donc est-ce que moi je fais de l'histoire, c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu audacieux de ma part de le dire. Ça serait aussi un peu étrange de dire que j'en fais pas. Donc voilà, je pense que j'en fais dans un dialogue. Voilà. Ouais. Il faut également dire que bon, voilà, il n'y a pas vraiment de vraies disciplines de métabolisme socio-écologique. Enfin, c'est à chaque fois des personnes qui viennent d'autres milieux et qui collaborent des fois. Tantôt, elles sont plutôt dans la comptabilité, tantôt plutôt dans l'aspect politique, des fois historique, enfin voilà. Mais je pense que c'est une des choses qui est intéressante avec l'approche du métabolisme, c'est que elle permet de rassembler différentes disciplines et en fait, plutôt que de poser le problème comme un problème disciplinaire, elle le pose comme un problème d'objet. C'est-à-dire que autour de l'objet du métabolisme, aucune discipline n'est satisfaisante à elle toute seule. Donc du coup, elle appelle nécessairement un dialogue, mais par ailleurs, je pense que ça questionne la pertinence d'une science ultra spécialisée, une science d'experts sur un tout petit domaine, non mais j'exagère, pardon, je veux pas dire un tout petit domaine, mais sur des frontières très strictes. En fait, ça rappelle aussi que les disciplines scientifiques n'ont pas toujours été aussi cloisonnées et que peut-être que une bonne manière de faire de la science, c'est pas d'être la super spécialiste d'une question ultra précise, mais d'être capable de faire la synthèse de différentes choses sans du coup être spécialiste d'une question ultra pointue en particulier. Bon, après, j'ai dit ça, mais par ailleurs, on est aussi bien content d'avoir des personnes qui sont ultra spécialistes et qui produisent les connaissances qu'on peut mobiliser. Donc c'est pas forcément une opposition ni une mise en hiérarchie, mais c'est plutôt que le profil un peu généraliste et non spécialiste, il a tellement été déprécié que c'est pour ça que je me permets de dire ça pour le revaloriser par rapport à la dévalorisation qu'il a pu subir. Mais c'est pas non plus mon objectif de dévaloriser la nécessité, dans certains cas, de se spécialiser, et en fait, ça permet aussi des avancées importantes. Donc voilà, je veux pas que ce soit mal interprété. Ouais. Donc, je dis tout ça et on a dit tout ça. Pourquoi ? Parce que quand on va parler maintenant de cette fameuse histoire ou la trajectoire des systèmes agricoles français et territoriaux en France, on va mobiliser pas mal d'approches disciplinaires. Petite pause avant la prochaine partie. Ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Toi, tu te focalises sur la durée 1854 à 2014. Il y a ou 1852 peut-être jusqu'à 2014. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou qu'est-ce qui s'est passé avant 1852 ? Pourquoi c'est un point charnière pour toi ? 1852, c'est la première statistique agricole complète de tous les départements français que j'ai trouvée. Il en existe une autre en 1840, mais il n'y a pas tous les départements. Et je crois qu'il y en a aussi une en 1815, mais pareil, déjà je l'ai découverte après ma thèse, mais il me semble qu'il n'y a pas non plus tous les départements français. Donc voilà, je commence avec la première statistique agricole complète que j'ai pu trouver relativement facilement sur Gallica. Et je m'arrête en 2015 parce que c'est à peu près l'année où j'ai démarré ma thèse et où du coup les dernières statistiques étaient disponibles sur Agreste. Donc c'est des raisons très pragmatiques. D'accord. Mais si on peut, de manière très synthétique, dire à quoi ressemblait l'agriculture avant 1852, comme ça on peut faire l'évolution. C'était quoi ? C'était de manière homogène, tous les territoires produisaient ce que les territoires consommaient. Est-ce que c'était un mélange entre de la polyculture élevage, que ça soit herbager ou fourrager, c'est ça ? Oui. Alors, je voudrais pas du tout m'aventurer à dire qu'avant 1852, il y a quelque chose d'assez statique dans l'agriculture. Je crois qu'il y a justement pas mal de travaux d'historiens, notamment
le tome 3 du billet Vallon sur l'histoire du monde rural en France de la Révolution française, donc c'est 1789 à 1914, qui montre que c'est pas du tout statique, qu'il y a des évolutions, y compris entre la fin de la Révolution française jusqu'au début du Second Empire. Je me rappelle pas forcément de tout ce qui se passe à ce moment-là, mais parmi les évolutions de la période, je crois qu'il y a quand même déjà pas mal l'assèchement des Landes, donc la conversion des Landes en particulier, c'est le cas des Landes de Gascogne qui vont commencer à être asséchées avant le Second Empire. Voilà, il y a des travaux de reboisement qui commencent avant 1852, donc voilà, il se passe des choses avant. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une rupture en 1852 par rapport à l'avant 1852. Voilà, je pense que vraiment j'ai commencé en 1852 pour des raisons assez pragmatiques. Et du coup, tu t'es focalisé sur des grosses périodes charnières, disons, dans ton travail. On peut dire que la première, c'est donc le début de ces statistiques agricoles complètes, jusque juste avant la Première Guerre mondiale. C'est plus ou moins ça ? Oui, voilà, oui. Durant cette période, j'ai noté certains points dans une de tes présentations. Tu parlais par exemple d'apport d'éléments azotés, que ça soit avec le guano ou quelque chose comme ça. Je lisais la loi du minimum de Liebig. Est-ce que tu peux dire c'est quoi ? La loi du minimum de Liebig, c'est le fait que les rendements d'une culture sont limités par l'élément le plus limitant. Donc, si dans un sol, j'ai pas beaucoup d'azote, même si j'ai aussi pas trop de phosphore et pas trop de potassium, si c'est l'azote qui est le plus limitant, eh bien, c'est l'azote qui va limiter les rendements. C'est ça la loi du minimum de Liebig. Et en Europe tempérée, historiquement, les systèmes agricoles, ils ont été le plus limités en azote parce que c'est l'élément nutritif le plus important, celui dont les plantes ont le plus besoin. Il y a beaucoup plus besoin pour la croissance d'une plante d'azote que de phosphore en termes quantitatifs, pas en termes qualitatifs, mais en termes quantitatifs, il y a besoin de plus d'azote. Donc du coup, avant l'invention du procédé Haber-Bosch dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, donc c'est une invention en 1913, mais qui se généralisera beaucoup plus tard. En tout cas, en France, l'utilisation des engrais est progressive et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que ça va vraiment exploser. Donc avant cette date, les systèmes agricoles sont assez limité en azote et donc il va falloir trouver d'autres manières d'apporter de l'azote au sol et ce qu'on observe à l'échelle territoriale, c'est que c'est la complémentarité entre l'élevage et les cultures qui va permettre une intensification organique de l'agriculture entre la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est-à-dire que l'augmentation des densités de cheptels va être permise par l'inclusion d'un peu plus de prairies temporaires, de fourrage dans les rotations de culture. Donc on peut nourrir un peu plus le bétail. En produisant plus d'élevage, on a plus de fumier. Donc si on a plus de fumier, on peut augmenter les rendements. On a aussi plus de force de travail puisque à cette époque, le bétail est encore énormément une force de travail en fait qui permet de travailler le sol. Et donc voilà, on peut parler d'une intensification organique dans la mesure où les rendements progressent pendant cette période, mais ils progressent uniquement grâce à un meilleur recyclage des nutriments, un meilleur bouclage des flux de matière à l'échelle des fermes et à l'échelle territoriale, et par une intensification du travail humain comme du travail animal. Durant cette période-là, est-ce que j'ai également noté que tu mentionnais les lois protectionnistes de Méline, par exemple. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, alors le fait que l'agriculture, elle s'intensifie de manière organique, ça veut dire qu'elle va s'intensifier avec toujours beaucoup de travail humain. Et ça s'explique par le fait que en France, contrairement à d'autres pays voisins comme la Grande-Bretagne, la Belgique ou l'Allemagne, on a une population rurale qui est très importante dans cette période-là, c'est-à-dire au 19e siècle. Et contrairement à la Grande-Bretagne, en France, il n'y a pas de révolution industrielle, même s'il y a un développement de
petites industries, de l'artisanat, etc. En fait, une des raisons pour laquelle en France on a une population rurale, une population agricole qui reste assez nombreuse, c'est justement qu'on mécanise très peu. C'est en partie les pouvoirs publics, en partie le ministère de l'Agriculture qui est fondé, qui est l'un des tout premiers ministères qui est fondé à la Troisième République et qui ne va pas du tout chercher à favoriser l'exode rural. Donc pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne veulent pas favoriser l'exode rural? C'est très conscient. C'est la crainte, en fait, de voir monter un prolétariat urbain qu'ils auraient du mal à contenir. Il y a quand même la commune qui est pas loin derrière et où on a vu la puissance, en fait, révolutionnaire des ouvriers d'usine. Donc voilà, on cherche pas trop à favoriser ça. Et d'autre part, la politique, enfin la Troisième République va se construire sur l'adhésion du monde paysan à ce régime politique. Et comment la Troisième République va faire ça? Elle va le faire en donnant aux paysans ce qu'ils veulent, à savoir la terre. Les paysans veulent la terre. Et donc en France, on va avoir un accès au foncier agricole qui va être favorisé, qui maintient donc une agriculture faite de nombreux paysans qui ont de très petites parcelles, donc des petites parcelles qui se prêtent pas à des économies d'échelle en fait, à des économies d'échelle où on pourrait rationaliser le travail et les techniques de manière à limiter le nombre de personnes par exploitation. Et une des raisons politiques de faire ça, c'est aussi de dire on essaie déjà un peu de gérer progressivement, petit à petit, ce prolétariat urbain tapageur et influencé par les idées de communisme, les idées de socialistes qui, en fait, font très peur à la Troisième République. On ne veut pas voir, en plus de ce prolétariat urbain, avoir un prolétariat rural. Et le prolétariat rural, il existerait si on favorisait les grands fermiers, les grands propriétaires terriens qui, du coup, posséderaient beaucoup de terres et qui emploieraient des salariés ou des ouvriers agricoles. Donc, plutôt que de favoriser cette fraction-là c'est souvent de la noblesse déchue, mais c'est de la noblesse déchue qui pourrait devenir de la bourgeoisie terrienne. Donc, plutôt que de favoriser cette fraction-là de la bourgeoisie, on va favoriser une partie des intérêts des paysans qui, en fait, achètent un peu la paix sociale et permettent à la Troisième République de se construire, en fait, de se construire tout simplement. En gros, c'est divisé pour mieux régner, quoi. Oui, on pourrait dire que c'est divisé pour mieux régner. En tout cas, éviter une convergence d'intérêts qui serait trop évidente et qui serait sur les mêmes bases matérielles de ne posséder que sa force de travail. Donc, les agriculteurs possèdent leur force de travail et la terre, ce qui est en fait quand même un facteur de production pas du tout négligeable. Si on fait la comparaison avec les ouvriers d'usine, la terre, c'est pas la même chose qu'une machine, mais disons que ça remplit un rôle similaire pour l'ouvrier et pour le paysan. Donc, si vous ôtez la terre aux paysans, eh bien, vous faites de lui un prolétaire. Et c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne au moment des enclosures et qui ont vu, alors il y a très longtemps, hein, ça précède la révolution industrielle en Grande-Bretagne, mais ce moment des enclosures, il a donné lieu à des révoltes importantes qui ont dû être matées par le pouvoir en place à l'époque, mais ça s'est fait d'abord mater les révoltes rurales et agricoles, puis mater les révoltes industrielles. En France, on ne pouvait pas essayer de mater en même temps des révoltes paysannes et des révoltes urbaines dans des usines qui étaient naissantes encore à peu près à cette époque. Oui. Tu disais qu'il y a eu un accès à la terre. Ça venait d'où? Enfin, ces terres appartenaient à qui? Enfin, comment elles ont été redistribuées? Alors, l'accès à la terre, c'est déjà un acquis de la Révolution française. Donc, dès la Révolution française, on va créer le cadastre napoléonien. Et donc, du coup, c'est le fait d'émettre des titres fonciers et en émettant ces titres fonciers, de donner la terre aux paysans, puisque voilà, la noblesse est déchue
une partie de la noblesse perd ses avantages, perd ses terres. Donc ça, c'est un des acquis de la Révolution française et qui va en fait se poursuivre en fait tout au long du 19e siècle avec des retournements dont je suis pas spécialiste, mais des retournements avec tous les différents régimes qui vont succéder au 19e siècle, hein, puisque c'est pas la Révolution, puis Napoléon, puis la Troisième. Entre-temps, il y a la Restauration, la Monarchie de Juillet, etc. Bon voilà, c'est pas des épisodes de l'histoire que je connais très très bien, mais disons que ce mouvement de faire accéder les paysans à la terre, c'est un mouvement qui va durer tout au long du 19e siècle. Je notais, il y a certaines dates clés que j'ai notées, que tu avais mentionnées. 1867, Société des agriculteurs de France. Mm-hmm. Et un peu plus tard, 1901, 1902, il y a eu aussi pas mal de choses, que ce soit via la mutualité du crédit ou que ce soit avec la CGT qui crée une fédération générale des travailleurs de l'agriculture et des forêts, si je comprends bien, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire ces différents moments-là, en quoi ils sont importants ? Ouais, alors en fait, l'idée de parler de ces syndicats, donc déjà, c'est des syndicats qui n'ont pas la même idéologie, qui n'ont pas le même projet politique pour l'agriculture. C'est important d'en parler parce que là, juste avant, j'ai parlé des lois Méline et du rôle de l'État dans le maintien d'une paysannerie nombreuse et plutôt petite paysannerie, donc... Je t'ai dit que, en fait, j'ai pas beaucoup dit parce que j'ai oublié de parler des lois Méline, mais les lois Méline, c'est des lois protectionnistes qui vont protéger les agriculteurs de la concurrence des blés étrangers, en particulier des blés des États-Unis. Et cette politique protectionniste, c'est justement une politique qui va répondre aux attentes et aux besoins des agricultures d'avoir une agriculture qui reste rémunératrice, donc dont ils puissent tirer des revenus par la vente d'une partie au moins de ces produits. Donc en fait, si on regarde un peu par en haut ce que fait les pouvoirs publics, ce que fait le gouvernement, ça peut donner un peu cette impression que les agriculteurs, le monde paysan, c'est le réceptacle de politiques publiques qui sont mises en œuvre à des fins donc d'une politique plus large, donc de stabilisation de la Troisième République. Également, j'en ai pas parlé, mais aussi à des fins économiques, puisque les agriculteurs, ils jouent aussi un rôle dans le développement économique du capitalisme français au XIXe siècle, en jouant le rôle de bailleurs de fonds. Les agriculteurs sont des petits épargnants et leur épargne, elle va pouvoir être mobilisée par le capitalisme financier. La France, pendant toute cette période du XIXe siècle, surtout avec la Troisième République, la France est un gros prêteur. La France prête des capitaux, notamment aux Russes, aux Japonais, à différents pays. Et de ces prêts, on récupère des taux d'intérêt. Donc le capitalisme français va développer ce modèle original de reposer sur des opérations financières. Et dans ces opérations financières, comme je le disais, les agriculteurs jouent un rôle, d'épargnants, donc dont l'épargne va être mobilisée. Voilà. Donc, si on s'en tient à ça, on peut avoir l'impression que les agriculteurs sont effectivement le réceptacle de politiques publiques qui répondent à des desseins qui les dépassent complètement. Or, c'est pas le cas, c'est pas vrai, c'est pas des réceptacles passifs. Ils ont aussi ce que le sociologue Hippie Thompson avait appelé agency, l'agency qu'on peut traduire en français par agentivité. Hippie Thompson ne parle pas du tout des agriculteurs français, je précise, il parle des ouvriers en Grande-Bretagne, mais on peut reprendre son concept d'agency pour penser l'activité des masses ou l'activité des paysans, des ouvriers, etc., à faire leur propre histoire, à faire leur propre destin. Alors là, ce qui est particulier avec ces différents organismes que tu as cités, c'est que les deux premiers, donc la Société des agriculteurs de France et le Crédit du boulevard Saint-Germain, ces deux-là sont pas vraiment fondés
par les agriculteurs eux-mêmes. Surtout la première, c'est vraiment ce qu'on appelle un syndicalisme des hobereaux, donc c'est vraiment la noblesse déchue qui va défendre pour la paysannerie, pour le monde agricole, un projet un peu de Moyen-Âge de légende où chacun a sa place dans son village, chacun répond à ses devoirs et où le noble est un peu le père de famille, tandis que les agriculteurs seraient un peu les enfants qui accomplissent leurs devoirs. Bon, voilà, je dis ça un peu de manière caricaturale, mais c'est un peu le projet qui est défendu par ce syndicalisme-là. Le syndicalisme du Crédit du boulevard Saint-Germain qui voit le jour 1910, c'est plutôt une frange très 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 à l'avant-garde des agriculteurs qui sont surtout les plus gros fermiers ou les plus gros agriculteurs, surtout dans la Beauce, qui cherchent un peu à se moderniser, mais qui sont très minoritaires, mais qui vont quand même exercer un peu cette influence-là et qui vont offrir un projet contradictoire, ou en tout cas différent de celui de la Société des agriculteurs de France. Et enfin, le dernier, la CGT qui fonde un peu sa branche agricole et sylvicole. Là, on est plus dans ce que Hippie Thompson aurait pu appeler l'agency, enfin au sens de Hippie Thompson, disons, où c'est une action des paysans contre le pouvoir de la bourgeoisie. Et en fait, la CGT va être surtout très forte dans les endroits où il y a du salariat agricole. Donc ça concerne le Midi viticole, où il y aura des très grosses grèves en 1901, je crois, 1902, 1905, 1907. C'est des grèves qui sont d'un niveau de grève générale, donc qui vraiment perturbent l'économie locale. Ça va être aussi dans les Landes avec les métayers-gémeurs, donc c'est plutôt la sylviculture, où là, cette force syndicale, elle a un projet qui est encore différent des deux que j'ai présentés avant, qui est un projet d'unification du monde rural, du monde paysan et du monde ouvrier. Et qui s'appuie sur les idées marxistes, les idées communistes qui sont très présentes à cette époque. Voilà. Oui, donc c'est super intéressant de voir déjà juste avant la Première Guerre mondiale quand même une espèce de trajectoire syndicale. On en voit différentes, on voit que elles se répercutent aujourd'hui aussi. On va en venir sur leur évolution plus fine, mais on voit que voilà, on est passé de paysans et paysannes qui sont plutôt à leur compte, c'est des petites tailles, on commence à syndiquer, on commence à passer à la seconde, si on veut, quoi. Peut-être la deuxième grande étape que tu soulignes, c'est celle de l'entre-deux-guerres, ou en tout cas de 1914 à 1946. Là, tu l'as noté, c'est quand même le procédé Haber-Bosch qui vient un peu tout secouer, quoi, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais pas que c'est le procédé Haber-Bosch qui vient tout secouer. Disons que le procédé Haber-Bosch va rendre possible quelque chose qui n'était pas possible avant, à savoir de s'affranchir de la complémentarité entre élevage et culture. Mais ce qui est intéressant dans le cas de la France, c'est que cet affranchissement de la complémentarité élevage-culture, elle va s'étendre et se généraliser très largement dans, pas toute la France, mais dans beaucoup de parties de la France, seulement après la Seconde Guerre mondiale. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres. En fait, il se passe quand même pas mal de choses. Et moi, je dirais que ce qui vient montrer les limites de ce système que j'ai décrit juste avant, de l'avant-Première Guerre mondiale, eh bien, c'est que cette petite agriculture peu mécanisée, très gourmande en travail, elle va vite montrer ses limites dans un contexte où justement les hommes et les chevaux sont mobilisés au front. Donc, une agriculture très gourmande en travail, on lui ôte son travail. Donc, on lui ôte sa force de travail, eh bien, elle va pas être en capacité de répondre aux besoins d'approvisionnement de la France. Alors, pas tout à fait, puisque justement, face à ces difficultés de la guerre, eh bien, le gouvernement français va organiser une économie du ravitaillement. Et donc, jusqu'à présent, la politique française s'était contentée de mesures de barrières douanières, un peu de politique très peu volontariste qui juste rendent possible une agriculture peu mécanisée et très gourmande en travail. Avec l'interventionnisme d'État qui va se développer pendant la guerre, c'est autre chose, puisque là, l'État va intervenir sur
comment on produit, qu'est-ce qu'on produit et sur quel marché est-ce que ça va. Donc il va falloir organiser la production et la distribution de la production agricole. Alors une des choses qui est faite par le gouvernement français à ce moment-là, c'est de faire venir des travailleurs des colonies dans les champs en France. On a des images de travailleurs tonkinois dans les maraîchages près de Versailles de cette époque et donc qui montrent que le gouvernement français va chercher les travailleurs là où ils sont disponibles dans les colonies pour les faire travailler dans les champs en France pour nourrir les soldats qui sont au front. Voilà, donc ça, le c'est un exemple. protectionnisme, il s'arrête quand même. Non, le protectionnisme ne s'arrête pas du tout. Le protectionnisme même se poursuit. On n'ouvre pas les barrières douanières. Les barrières douanières pour l'agriculture restent plutôt élevées. C'est juste que ça ne suffit plus. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de garder les frontières et de maintenir pour les agriculteurs des prix qui sont suffisamment rémunérateurs, en tout cas qui ne sont pas tirés vers le bas par la compétition étrangère, par la concurrence étrangère. Non, ce qui change, c'est l'intervention de l'État sur le marché intérieur et sur l'organisation de la production. Alors, c'est très timide, c'est très timide. C'est-à-dire que c'est pas non plus c'est pas du tout aussi fort que ce que ça sera après-guerre, mais ça va donner naissance, en fait, ça va, après-guerre, donc dans l'entre-deux-guerres, ça va favoriser un dialogue entre les corporations, alors pas toutes, certaines corporations, notamment les corporations de betteraviers, de céréaliers, qui s'organisent, mais qui s'organisent pour en fait obtenir de l'État une certaine intervention qui leur convient. Et l'intervention qui va être réclamée par les corporations par rapport à l'État, ça va être de faire régner les prix justes. Parce que plus l'agriculture est productive, et plus les prix sont susceptibles de baisser. Et donc ça ça va diminuer les revenus des agriculteurs. Donc un des organismes qui va être créé par le gouvernement, c'est l'ONIC. Donc ça, c'est par le gouvernement du Front Populaire, l'organisation nationale d'indexation, je crois, des prix des céréales, et qui garantit des prix. Et donc ça, pour les agriculteurs, c'est exactement ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent des pouvoirs publics comme type d'intervention sur les marchés. Mais à ce moment-là, on a encore très peu d'intervention sur la mécanisation, la fertilisation, et donc en fait, ceux qui vont fertiliser, ceux qui vont utiliser Haber-Bosch, c'est une minorité d'agriculteurs. C'est une minorité d'agriculteurs qui souvent est proche de Paris, qui se trouve en Picardie, qui se trouve dans la Beauce, et qui sont un peu ces grands céréaliers, ces grands betteraviers, qui non seulement ont des prix garantis de leur culture, mais qui vont en plus augmenter leur productivité, donc augmenter leurs revenus, eux en particulier. Ce ne sera pas le cas de l'immense majorité des agriculteurs en France qui continuent à dépendre pour la fertilisation de leur culture du recyclage des nutriments, très majoritairement. Du coup, c'est vraiment cette période qui commence où on voit les liens se tisser très fortement entre le milieu agricole et l'État, ou en tout cas l'État commence à... Oui, tout à fait. C'est vraiment un peu une rupture par rapport à la période d'avant où l'intervention de l'État a été beaucoup plus indirecte. En fait, c'est une intervention très indirecte qui passait essentiellement par les douanes et par quelques services de chambres d'agriculture. Enfin non, les chambres d'agriculture sont créées en 1919 justement, mais j'ai oublié le nom, service des directions départementales de l'agriculture, ça existe avant. Mais bon, disons que la présence de l'État, elle est assez faible sur le territoire pour orienter techniquement la production, pour organiser économiquement les marchés, l'accès aux marchés, etc. Et donc là, la présence de l'État va être plus forte. Le dialogue entre la profession et l'État vont vraiment se mettre en place de manière plus étroite après-guerre. Et en fait, suite à cette rupture de la Première Guerre mondiale qui montre la nécessité de l'interventionnisme d'État dans une situation où l'agriculture française n'est plus en capacité de garantir l'approvisionnement de la nation.
Et tu notais également que c'est un tout petit peu le début de la spécialisation, c'est un peu le début de l'agriculture devient si pas le plus gros pilier de l'économie française qui doit être un moteur en tout cas du reste de l'économie, quoi. Je ne sais pas si on peut dire que l'agriculture est le moteur économique de la France, mais que en tout cas, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la place de l'agriculture dans l'économie nationale correspond à la place de la France dans l'économie mondiale. Et donc, ce que je disais, c'est que la place de la France dans l'économie mondiale, c'est beaucoup celle de banquier du monde. Enfin, j'exagère pas en le disant, c'est vraiment l'expression qui est utilisée par bon nombre d'historiens de parler de la France comme banquier du monde, donc elle prête des capitaux, et donc la place de l'agriculture correspond à cette place-là de la France dans l'économie mondiale, puisque en ayant une population agricole nombreuse, peu mécanisée, qui économise, en fait, par les agriculteurs, économise toujours pour acquérir un petit lopin de terre en plus, mais ils n'investissent pas, ce ne sont pas des investisseurs. Ils ne s'endettent pas, ils épargnent patiemment, et cette épargne, elle peut être mobilisée. Alors, il n'y a pas que l'épargne paysanne qui est mobilisée, mais elle participe de cette épargne qui pourra être mobilisée pour les opérations du capital financier. Donc voilà, la paysannerie, elle joue ce rôle-là économiquement. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un rôle moteur économiquement. Par contre, elle joue un rôle, je pense, qui est encore plus important sur le plan politique, puisqu'elle joue le rôle de stabilisateur politique. Ça, par contre, c'est assez clair que là où il y a du grabuge, c'est plus dans les villes et dans les usines que dans les campagnes. Même s'il faut pas non plus caricaturer, faire comme si le monde paysan n'était que docile et n'attendait que la terre. Il y a aussi des révoltes qui existent dans le monde rural, mais elles sont peut-être plus éparpillées, moins fortes, en tout cas moins à même de déstabiliser le pouvoir. Et surtout, il y a toute une partie du monde paysan qui va adhérer à la Troisième République, parce que la Troisième République répond à une partie des attentes du monde paysan. Et donc, cette paysannerie va être acquise petit à petit à la Troisième République et donc sert de stabilisateur. Et ça, c'est vraiment un rôle très important de la paysannerie. Juste avant qu'on passe vraiment à la période qui a vraiment changé vraiment les flux biogéochimiquement de notre agriculture, que ce soit en France mais autre part, biogéochimiquement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de notable durant ces deux premières périodes, ou est-ce que c'était un peu une continuité? Il y a eu, comme tu as dit, des fluctuations, il n'y avait rien de stable, mais en tout cas, il n'y avait pas d'énormes changements. Alors, si on regarde que les flux biogéochimiques, on a plutôt l'impression d'une intensification progressive et, comme je disais, organique. On n'a pas l'impression qu'il y a de rupture. Les flux, disons qu'ils s'intensifient, mais c'est assez progressif, assez lent, et c'est ce que j'expliquais, c'est une espèce de cercle vertueux entre la densification de l'élevage et l'augmentation des rendements agricoles. Après, il faut quand même un peu se méfier des flux et aussi de l'échelle territoriale qui peuvent masquer des dynamiques plus fines à l'échelle de exploitations qui sont à l'avant-garde. Alors à l'avant-garde, ça dépend ce qu'on entend par avant-garde, mais en tout cas qui vont investir, se moderniser, qui ne sont pas suffisamment nombreuses pour que ça se voit en termes de flux à une échelle territoriale. Mais si on fait une histoire plus fine de la spécialisation, des premiers à s'intensifier, etc., on verra avant des moments de transformation que d'un point de vue biogéochimique, on ne va voir qu'après-guerre. Donc voilà, juste pour dire que oui, du point de vue de la biogéochimie, on a plutôt quelque chose qui est une évolution progressive d'intensification organique, mais en même temps, il n'y a pas que la biogéochimie et que le territoire, il y a d'autres dynamiques plus fines que moi, je suis pas assez calée pour en parler, mais juste, je prends la précaution de le dire. J'ai l'impression qu'on était aux prémices jusqu'à maintenant, et c'est vraiment ces 30 prochaines années, en tout cas de 47 à 78,
où on va voir vraiment tant au niveau des institutions qu'au niveau des flux biogéochimiques que tout vraiment change et nous verrouille en tout cas pour ce qu'on voit aujourd'hui. Peut-être qu'on peut parler de l'importance du plan Monnet, du plan Marshall également, comment tout ça, années 45, 46, 47, qu'est-ce qui s'est passé autour de ces 3-4 ans? Effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir un peu ce moment de la grande accélération, en tout cas qui va s'appliquer au cas de l'agriculture française avec une transformation radicale du fonctionnement biogéochimique des systèmes agricoles qui, dans un nombre croissant de régions, se mettent à dépendre de plus en plus des engrais de synthèse, vont diminuer l'élevage, donc diminuer la complémentarité entre élevage et culture. Et en fait, c'est vrai que on peut vraiment se poser la question de pourquoi ça n'arrive que maintenant, alors que ça fait 30 ans qu'il y a Haber-Bosch. Et bien là, j'ai envie de dire, il faut à nouveau se dire quelle est la place de la France dans l'économie mondiale et quelle est la place de la France de l'agriculture dans l'économie nationale. Après la Seconde Guerre mondiale, la place de la France dans l'économie mondiale, elle n'est plus du tout la même. La France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle est ruinée. Sa balance commerciale, elle est très déficitaire, mais surtout, elle est plus du tout dans cette position de prêter, d'être une puissance financière à ce moment-là. Et donc, voilà, cette place de la France dans l'économie mondiale, elle change, et le corrélat de ça va être que la place de l'agriculture dans l'économie nationale va aussi changer. Le plan Monnet et le plan Marshall vont venir remédier un peu ce problème que la France n'est plus une puissance financière. Et comment elle peut retrouver sa place de puissance économique en ayant une balance commerciale excédentaire. Donc, le plan Monnet et le plan Marshall ont tous les deux un peu cet objectif de faire de la France une puissance exportatrice. Et l'agriculture doit contribuer à cet objectif d'être une puissance exportatrice. Alors, non seulement elle doit y contribuer en exportant des produits agricoles, mais aussi elle doit y contribuer en libérant de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que cette main-d'œuvre qu'on ne voulait pas, que les pouvoirs publics ne cherchaient pas à libérer, on ne cherchait pas à libérer trop de main-d'œuvre d'un coup. Alors, il y avait de l'exode rural avant. L'exode rural n'apparaît pas après la Seconde Guerre mondiale, mais disons que là, l'exode rural va vraiment s'accélérer à l'échelle de la France entière pour donc cette fois-ci véritablement libérer de la main-d'œuvre pour venir répondre ou en tout cas prendre la place d'emplois industriels. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette période de l'après-guerre mondiale, il y a une trajectoire très courante, c'est celle de paysans ouvriers. D'avoir d'abord été paysan, et puis voilà, parce qu'on est le frère cadet ou parce que il y a des emplois à la ville qui sont créés et où on encourage aussi une partie de ces paysans à venir prendre ces postes en usine et voilà, dans des familles. En fait, il faut aussi voir que c'est encore une époque où les familles sont très nombreuses en France. Il y a encore une natalité, alors je ne sais pas le chiffre exact, mais probablement autour de 4 ou 5 enfants par femme, en tout cas en plus qui explose avec cette période du baby-boom. Et où du coup, y a pas non plus toujours la terre pour tous les héritiers. Et en tout cas, si c'était le cas, il faudrait morceler la terre. Donc voilà, les agriculteurs, une partie des agriculteurs paysans sont encouragés à aller rejoindre les emplois industriels pour participer à la balance commerciale excédentaire de la France. Donc c'est ça, le plan Monnet et le plan Marshall, c'est rendre la balance commerciale excédentaire, et l'agriculture, eh bien, elle joue son rôle là-dedans. Voilà. Quand on regarde le plan Monnet, enfin c'est vraiment un plan, c'est quoi? C'est que chaque territoire où l'économie doit se spécialiser dans différents secteurs et que l'agriculture va permettre, comme tu disais, de libérer de la main-d'œuvre pour commencer à se spécialiser. Est-ce que les territoires aussi doivent se spécialiser ou comment ça se passe plus pratiquement? Alors, à ce moment-là, il y a déjà une vision de Monnet. En fait, on voit, il y a une image assez connue de Monnet avec la France derrière lui. Et en fait, on voit dans chaque région un peu des spécialités économiques, en fait, plus que agricoles. C'est plutôt des spécialités économiques où on voit sur la carte de France différentes régions qui remplissent, qui sont spécialisées dans différents secteurs de l'économie. Donc voilà, il y a déjà un peu une vision de spécialisation régionale économique derrière laquelle
se trouve aussi une spécialisation agricole. Très rapidement, dans cette période de à peu près 45 aux années 70-80, va se mettre en place une spécialisation territoriale en France. Et cette spécialisation territoriale, elle est aussi le pendant de l'intensification. C'est-à-dire que pour intensifier, il faut mettre en place de nouvelles techniques. Ces nouvelles techniques, pour qu'elles se développent à leur plein potentiel, il faut changer la structure des exploitations. C'est-à-dire que quel est le sens d'utiliser un gros tracteur et une tireuse à lait si c'est quand on a 3 vaches et 1 hectare? Non. Pour utiliser un tracteur, il vaut mieux avoir au moins plutôt 15 ou 20 hectares. L'intensification, elle va nécessiter, et ça on va pas s'en rendre compte tout de suite, mais on va s'en rendre compte quand même aussi assez vite, qu'elle nécessite une politique des structures, un changement des structures agricoles, et avec ces changements des structures agricoles, va aller la spécialisation. Je pense que tu notais en 64, il y avait la mise en place d'une surface minimum d'installation, par exemple. Oui, alors là, les pouvoirs publics vont être quand même très interventionnistes pour favoriser, encourager cette intensification de l'agriculture. Alors, en fait, c'est un peu compliqué parce que je voudrais un peu peut-être découper la période pour expliquer d'abord... il y a peut-être plutôt une intensification un peu anarchique qui va se mettre en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc avec le plan Monnet et le plan Marshall, où on va inciter par différents moyens l'agriculture à produire plus. Et ça va être assez efficace puisque dès 1953, la balance commerciale de la France pour l'agriculture, elle est excédentaire. Donc c'est quand même assez rapide, c'est des résultats qui sont quand même assez bons. Mais aussi dès 1953, on va avoir les premières crises de surproduction. C'est-à-dire que on intensifie la production, mais sans organiser les marchés, avec une structure du monde paysan, du monde agricole qui... en fait, reste celui d'une toute petite agriculture, avec des exploitations qui sont quand même très petites, avec un niveau de mécanisation qui est encore assez faible, donc où il y a encore beaucoup de travail manuel, et où surtout, c'est des très petites exploitations. Donc, face à ce problème de surproduction, pendant toute la fin des années 50, donc jusqu'à l'élection de De Gaulle en 58, la réponse qui va être trouvée à ces crises de surproduction pour les agriculteurs, ça va être la vieille mouture de l'indexation des prix. C'est-à-dire que, en fait, je vais essayer de mieux m'expliquer. Si il y a surproduction agricole, ça fait baisser les prix. C'est-à-dire qu'on produit plus pour le marché. Donc, il y a plus d'offres et l'effet mécanique un peu, c'est la baisse des prix. Donc, s'il y a la baisse des prix pour les agriculteurs, c'est un problème parce que leurs revenus, pour certains, surtout ceux qui ont des petites exploitations, vont baisser. Pas ceux qui ont des grosses. Ceux qui ont des grosses peuvent déjà faire des économies d'échelle. Mais les petits, non. Il y a encore beaucoup de petits. Donc, voilà. Crise, révolte, manifestation. Et suite à ça, il va y avoir une loi, je crois que c'est ça, la loi Laniel en 1957, qui, dit, OK, on va indexer les prix agricoles sur les intrants de l'agro-industrie ou sur les prix de l'industrie. Donc, les agriculteurs sont satisfaits. Sauf que cette recette de l'indexation des prix, elle satisfait les agriculteurs, elle satisfait la stabilité politique, mais elle ne satisfait pas du tout les grands équilibres économiques puisqu'elle entraîne de l'inflation. Donc, il y a de l'inflation. De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, son objectif, c'est de briser l'inflation. Donc, il brise l'inflation, il désindexe les prix. Là, il faut s'imaginer 58, 59, 60, des manifestations immenses du monde paysan. Donc là, le monde paysan, il est vraiment révolté. Il y a des manifestations à Amiens qui regroupent des milliers, peut-être, je sais pas, dans toute la France, oui, c'est sûr, des centaines et des centaines de milliers d'agriculteurs qui cassent un peu la baraque, quoi. Ils rigolent pas. Mais pour autant, De Gaulle ne cède pas. Et en fait, ça montre au pouvoir qu'on ne peut pas intensifier l'agriculture, on ne peut pas produire plus sans réformer les structures. Donc, il faut réformer les structures agricoles. Et donc là, ça va être le moment de ce qu'on a appelé la politique des structures qui démarre en 60, donc qui va être complètement
rejetée par le Parlement, notamment par la droite en fait du Parlement, qui a une assise, la droite de De Gaulle, donc ce qui est à la droite de De Gaulle, qui considère que ça met en péril leur fief de députés, donc qui votent contre. Bon, finalement, 2 ans plus tard, en 1962, est votée la loi d'orientation complémentaire agricole, je suis pas sûre du nom à 100%, mais c'est une loi d'orientation complémentaire à l'agriculture, voilà, qui est votée en 62, et qui est une politique des structures. Donc là, ça dit quoi ? Ça dit, en fait, l'intensification de l'agriculture, elle ne peut pas se faire sur des toutes petites exploitations. Ça veut dire concrètement qu'il va falloir se débarrasser de tous les petits agriculteurs qui n'ont pas voulu aller en ville, qui n'ont pas voulu devenir ouvriers d'usine, et leur faire comprendre et les inciter plus à partir, à libérer leurs terres pour que les exploitations puissent s'agrandir. Donc là, il va y avoir un ensemble de lois, en fait, qui vont être très puissantes. Un truc très puissant, je crois, en 1962, c'est l'indemnité viagère de départ. L'indemnité viagère de départ, c'est en fait donner la retraite aux agriculteurs. On leur dit, ok, c'est surtout les vieux, mais qui ont des petites terres pour un bon nombre d'entre eux, partez, mais on va vous donner une retraite qui n'est pas du tout élevée, qui est quand même très faible, mais comme ils gagnent de toute façon pas beaucoup d'argent, ils se disent, en fait, ça va marcher. Entre 1962 et 1982, c'est environ 11 millions d'hectares de surface agricole utile qui sont libérés par cette indemnité viagère de départ qui représente entre 62 et 82 35%, voilà, je crois que j'ai déjà dit, de la surface agricole utile. Donc il y a cette mesure. Il va y avoir la surface minimum d'installation qui varie en fonction des départements. Bon, ça c'est logique, ça dépend aussi de là où le département en est dans sa taille déjà des structures, mais ça dépend aussi de la géographie du département. Mais cette surface minimum d'installation, ça veut dire que ne peut pas s'installer qui veut. Mais une nouvelle personne ou même les existants Non, pas les existants. Parce que les existants, on les fait partir par l'indemnité viagère de départ. Voilà. Mais en fait, les jeunes agriculteurs, c'est-à-dire les héritiers, ceux qui n'étaient pas déjà chefs d'exploitation. Je suis, admettons, fille ou fils d'agriculteur, je veux reprendre la terre de mes parents. Si la terre de mes parents fait 1 hectare, là, par contre, ça va être compliqué. En fait, ma terre ne peut pas faire 1 hectare. Même si ça nous appartient, quoi, au final. Même si on est descendante... En tout cas, ça va être rendu compliqué, ça va être très fortement... il y aura tout un tas de mécanismes très désincitatifs qui vont faire que les nouveaux vont devoir avoir une surface minimum. Voilà. Donc, on ne peut pas s'installer avec son potager et faire de l'autosubsistance. Donc, surface minimum d'installation, indemnité viagère de départ. Il va aussi avoir les SAFER. Donc les SAFER, c'est les sociétés d'aménagement du foncier et des établissements ruraux qui sont en charge, en fait, qui peuvent préempter la terre, donc qui préemptent la terre quand il y a un départ, et ensuite ils vont la redistribuer aux acquéreurs potentiels, mais quand ils choisissent pour la SAFER de choisir un acquéreur potentiel, elles choisissent les SAFER je dis celui parce que c'est beaucoup plus souvent celui que celui qui va être en capacité de moderniser l'exploitation, de faire une exploitation moderne, pas de faire l'agriculture comme ses grands-parents. Donc voilà, les SAFER, les lycées agricoles qui sont fondés par Edgar Pisani en 1962. Donc voilà, l'État met en place des mécanismes institutionnels, des structures de formation des agriculteurs qui favorise l'exploitation moyenne. Alors moyenne, parce que c'est pas du tout non plus des très grandes exploitations qu'il va y avoir en France. Ça va être des exploitations qui ne font que de grandir en moyenne au cours du temps. Mais je crois qu'en France, aujourd'hui, la taille moyenne d'une exploitation, c'est 60 hectares. Donc on n'est pas non plus au Brésil ou aux États-Unis, où là, on a des exploitations de plusieurs milliers d'hectares en quantité importante. Mais disons que dans un premier temps, dans les années 60, la taille moyenne des exploitations, j'ai pas le chiffre exact, mais elle tourne plutôt autour de 15-20 hectares. Donc c'est la moyenne exploitation, mais qui est suffisamment grande pour rentabiliser l'achat d'un tracteur, rentabiliser l'achat d'une machine à trait ou de la construction d'un bâtiment d'élevage. Voilà. Mais aussi, cette politique des structures, en fait, quand on achète
un tracteur, ça incite aussi à se spécialiser. C'est-à-dire maintenir la polyculture élevage, c'est maintenir la ferme. Alors, je ne sais plus qui dit ça, mais c'est la ferme à la Robinson Crusoe, où l'agriculteur produit de tout. Voilà un peu ce que je disais tout à l'heure, il est spécialiste de rien, mais il produit un peu de tout. Un peu le reproche qu'on a pu faire aussi à la recherche, à la science, de devoir se spécialiser. Bref, je ne sais pas si le parallèle est forcément pertinent, c'est juste moi qui pense, mais voilà. Et donc, la politique des structures, c'est un élément essentiel pour vraiment rendre possible la spécialisation. Alors, en fait, cette politique des structures, elle va aussi susciter le mécontentement de bon nombre d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent un peu avec amertume pour certains ou certaines. Il y en a aussi qui ne veulent pas partir quand même. Et ça va susciter au sein du monde paysan la fin du mythe de l'unité du monde paysan, c'est-à-dire que, en gros, jusqu'aux années 60, le monde paysan, c'était un monde très stratifié socialement, c'est-à-dire qu'il y avait des très petits agriculteurs, il y en avait aussi des gros fermiers. Et l'unité du monde paysan est un peu une fable et un mythe, mais qui est entretenu par la question de la propriété. La question de la propriété est d'être propriétaire, d'être cultivateur exploitant ou exploitant-cultivateur. Ce mythe de l'unité du monde paysan, c'est aussi ce qui va faire que la FNSEA et les JAC, donc la FNSEA, c'est la Fédération nationale des syndicats agricoles, enfin du syndicalisme agricole, et les JAC, c'est les jeunesses agricoles catholiques, donc qui sont deux organisations qui vont jouer un rôle très important dans toute cette période, puisqu'elles vont porter au sein du monde paysan le projet de modernisation. Donc le projet de modernisation, il est d'autant plus acceptable pour les agriculteurs qu'il est porté par les agriculteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment très important. Sauf que ceux qui le portent, les JAC et la FNSEA, ne disent pas aux autres que, en fait, une partie d'entre eux ne va pas pouvoir se moderniser, puisque la modernisation implique l'exclusion. Donc ils ne le disent pas, et ils jouent sur une ambivalence, une ambiguïté autour de le propriétaire exploitant et l'indexation des revenus. Donc la JAC et la FNSEA vont jusqu'aux années 60, en fait jusqu'à ce que De Gaulle brise cette indexation, défendre l'indexation. Et en fait, parce que ça fait l'unité, ça rassemble tous les paysans, que ce soit le tout petit qui a 1 hectare ou le gros exploitant qui a 100 hectares de betteraves ou de blé. Et en fait, quand l'indexation elle est brisée, que la politique des structures est mise en place, et bien là, c'est là que le projet du gouvernement, mais aussi le projet des JAC et le projet de la FNSEA, apparaît au grand jour, et qu'on se rend compte que c'est pas un projet pour tout le monde paysan, c'est un projet pour la fraction qui sera en capacité et qui aura la volonté de suivre un projet de modernisation qui est aussi un projet de normalisation du niveau d'intrants, du niveau de mécanisation, etc. etc. Voilà. Comme tu dis, il y avait quand même différentes luttes et résistances, que ce soit durant mai 68, la marche du Larzac, la Confédération paysanne, etc. etc. Peut-être dernière pièce du puzzle, donc si nous avons verrouillé de manière institutionnelle, mais aussi au niveau mécanique, au niveau des flux, enfin à tous les niveaux durant les 30 Glorieuses, de 79 jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à 2015, quelles ont été les grandes différences? Donc si au préalable on a vraiment rajouté plein de nouvelles choses, là c'est quoi? C'est une assise, une complexité, une ouverture dans le monde, enfin c'est quoi exactement la différence? Ouais, alors là je pense que la période en fait c'est bon, tu dis 79 parce que en fait c'est un peu de ma faute, c'est moi qui ai mis 79 pour une raison biogéochimique, c'est-à-dire que d'un point de vue biogéochimique, à partir de à peu près de 79, c'est peut-être un peu un effet de seuil. On avait défini une région d'élevage intensif spécialisé qui n'existe pas avant cette date et qui, d'après nos critères biogéochimiques, se met à exister à partir de 79 et qui est la Bretagne. Bon, en fait, c'est un peu... c'est pas forcément très pertinent de garder 79. Peut-être que ce qui est
plus intéressant, c'est justement de voir un peu la trajectoire historique de qu'est-ce qui change en fait au bout d'un moment. Et en fait, ce qui change au bout d'un moment, c'est les chocs pétroliers et c'est un peu une nouvelle ère économique qui va démarrer après les 30 Glorieuses et où l'économie mondiale va à nouveau entrer dans une nouvelle phase. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec le choc pétrolier? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale pour qu'on puisse aussi comprendre ce qui se passe en France? On va entrer dans le tout début, dans les prémices en fait du néolibéralisme. Et ça s'explique par le fait que on est dans une crise du capitalisme qui a du mal à dégager du taux de profit. Et donc, comment est-ce qu'on va résoudre cette difficulté du capitalisme à produire de la croissance? En fait, produire de la croissance, où ça? Essentiellement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans les pays de l'OCDE. Donc, comment résoudre cette crise? Le géographe marxiste Harvey parle de spatial fix, donc d'une solution spatiale. Donc, la solution spatiale, ça va être le fait de favoriser par les gouvernements nationaux, en particulier par les États-Unis, une certaine fraction du capital qui est le capital transnational. Donc le capital transnational, ça veut dire en fait bénéficier de la main-d'œuvre pas chère dans les pays à l'époque qu'on appelle du tiers-monde, en tout cas les pays qui ont été récemment décolonisés où la main-d'œuvre coûte pas cher pour en fait faire plus de profit dans ces zones-là. Et c'est aussi conquérir de nouveaux marchés. Donc conquérir de nouveaux marchés, c'est notamment conquérir les marchés des pays des Suds. Donc voilà, là on va être dans une nouvelle phase de l'économie mondiale où pendant toute cette période, le GATT, donc le GATT c'était les General Agreement on Trade and Tariffs, poursuivent une diminution des tarifs douaniers. Donc, en fait, la diminution des tarifs douaniers, ça favorise le commerce international. Ça favorise le développement du commerce mondial, de la mondialisation. Alors, la mondialisation, elle n'apparaît pas à ce moment-là, mais donc c'est une nouvelle phase de la mondialisation où il y a une intensification des échanges. Le problème qui va se poser pour les États-Unis et pour l'Europe, c'est que, en tout cas, en particulier du point de vue de l'agriculture, elles vont entrer en compétition pour notamment les céréales, pour l'accès au marché que constitue une partie des pays des Suds, qui sont de nouveaux marchés, de nouvelles frontières du capitalisme à aller chercher, pour réaliser des profits qui ont de plus en plus de mal à se réaliser. Donc, cette compétition entre l'Europe et les États-Unis pour le marché agricole, elle va avoir des conséquences importantes au moment de l'Uruguay Round. Donc, l'Uruguay Round, c'est le dernier round du GATT, avant la fondation de l'OMC. Et donc ça dure de 1986 à 1994. Et donc c'est une période d'intense négociation où il y a en fait beaucoup de produits qui vont être discutés pendant ces accords. Alors pas seulement l'agriculture, il y a aussi notamment le textile, mais l'agriculture qui jusqu'à présent, pendant tous les accords du GATT, était restée très protégée. C'est-à-dire que les barrières douanières pour l'agriculture étaient très élevées dans tout le sud global, mais aussi dans le nord global et notamment en Europe. En Europe, la PAC, la politique agricole commune, a maintenu une politique de barrière douanière, ce qui fait que la PAC, elle a permis aux agriculteurs d'écouler de plus en plus ces excédents agricoles sur les marchés mondiaux, tout en protégeant l'Europe de l'importation de produits agricoles bas coût. Donc, les États-Unis, cette situation ne leur convient plus. Donc, dans le GATT, qui va devenir assez prochainement l'OMC en 1995, les États-Unis négocient pour l'abaissement des barrières douanières, en particulier des barrières douanières de l'Europe, qui va correspondre complètement à la réforme de la PAC de 92. Cette réforme de la PAC de 92, c'est l'abandon de la politique protectionniste. Et là, vraiment, véritablement, en fait, c'est vraiment ce moment où on peut dire qu'il y a un tournant sur les politiques douanières. C'est 92, c'est la réforme de la PAC, mais qui se déroule en même temps que le cycle de l'Uruguay, qui est la réponse de l'Europe au cycle de l'Uruguay. Et pourquoi est-ce que l'Europe lâche sur l'agriculture ?
en fait, c'est pas juste parce que les États-Unis sont de bons négociateurs et que ce sont nos alliés et qu'on peut pas se les mettre à dos. C'est aussi parce que vont être négociés d'autres accords qui avantagent l'Europe, et donc notamment les traités sur sur les brevets, sur les services, et où du coup, pour nous aussi Européens, s'ouvrent de nouveaux marchés pour les banques, les investissements directs à l'étranger, la propriété intellectuelle, et où là, on se dit, bon, on sacrifie un peu notre agriculture, mais en échange, il y aura des gains de profit sur d'autres secteurs de l'économie. Donc voilà. Et donc, pour en revenir à l'agriculture, eh bien, en 92, réforme de la PAC, donc c'est le tournant néolibéral. Alors, ce tournant néolibéral, ce qui est un peu intéressant, ou je ne sais pas si c'est amusant, mais c'est qu'il correspond aussi au tournant vert de la PAC, c'est-à-dire aux premières mesures environnementales qui vont se poursuivre et qui vont en fait augmenter le niveau des normes environnementales. Alors, c'est pas forcément un hasard, puisque les normes environnementales, c'est aussi une manière de déjouer les barrières douanières, c'est-à-dire de dire, ok, on met pas de barrières douanières, par contre on met des normes sanitaires, des normes environnementales qui vont continuer quand même à protéger les marchés. D'ailleurs, en fait, l'accord du Mercosur, il montre ça. En fait, l'accord du Mercosur, c'est on n'importait pas de bœuf argentin et de bœuf brésilien parce qu'ils ne correspondaient pas à nos normes sanitaires, à nos normes écologiques. Et donc, du coup, voilà. Non, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des moyens de détourner ou de contourner un peu l'abaissement des barrières douanières, qui vont d'ailleurs être utilisées par l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cet abandon de la politique protectionniste de l'Europe et du coup par la même occasion évidemment de la France fait entrer l'agriculture française dans la compétition internationale. Cette entrée dans la compétition internationale, il a plusieurs effets. Premièrement, l'importation massive de soja en France, et notamment dans les territoires comme la Bretagne, mais pas que comme la Bretagne, disons, il y a quand même d'autres territoires comme par exemple les Landes, mais là les Landes c'est pas le soja, c'est plutôt le maïs qu'on importe, mais bon bref, l'importation d'aliments pour bétail qui explose et qui rend possible encore plus la spécialisation, puisque par exemple l'élevage breton ne peut pas être alimenté sans les importations d'Amérique latine. Il faut importer pour que cette densité d'élevage là soit possible. Première conséquence. Deuxième conséquence, les agriculteurs ils vont être encore plus soumis à la pression concurrentielle des marchés mondiaux. Et cette pression concurrentielle, eh bien, elle incite encore plus à la spécialisation, pourquoi ? Parce qu'elle incite à faire des économies d'échelle, à rester compétitif. Donc, pour rester compétitif, il faut faire des économies d'échelle, il faut poursuivre la mécanisation, l'agrandissement des exploitations. Et donc, voilà, ce qui est un peu paradoxal dans le cas de l'agriculture, c'est que c'est les rapports de production au sens marxiste du terme, c'est-à-dire que ça reste la petite exploitation familiale, ce n'est pas le salariat qui se développe massivement dans l'agriculture. Les rapports de production restent les mêmes, mais sur des surfaces qui s'agrandissent toujours plus, pour réaliser les économies d'échelle, pour essayer d'être compétitif sur les marchés mondiaux. Alors bon, voilà, sachant que les marchés mondiaux pour l'agriculture française, ça reste encore beaucoup l'Europe, puisque voilà, c'était aussi le but de la PAC que de créer un marché intérieur pour les denrées agricoles. Et ensuite, c'est certains produits d'exportation, comme le porc breton qui est exporté sur les marchés mondiaux, qui est exporté en Chine. Et ensuite, on a tous nos produits un peu spéciaux, luxueux, les fromages, le vin. Voilà, ça qui continue d'être exporté, même si il peut y avoir aussi des crises sur ces secteurs-là, si les consommateurs chinois se mettent à boire moins de vin français, et où du coup ça peut aussi mettre en crise en fait notre secteur, le secteur viticole français. Et donc voilà, cette changement de trajectoire, cette rupture qui se produit à partir des années 70, elle va se traduire sur le plan biogéochimique par cette poursuite de la spécialisation, donc qui conduit à des schémas de production où on a de manière un peu, là je caricature un peu, mais on a des régions de grande culture où on a quasiment que des engrais de synthèse qui produisent quasiment que des exportations pour le territoire national, mais aussi extra-national. Et on a, pour la première fois, vraiment des élevages intensifs spécialisés dont la production prend
une échelle véritablement industrielle. C'est-à-dire, voilà, on a des exploitations d'un nouveau type où c'est possible d'avoir des dizaines de milliers de porcs dans un seul bâtiment. C'est possible de produire plusieurs centaines de milliers de poules par an. Donc voilà, on a une industrialisation de l'élevage qui devient possible par l'importation d'aliments pour animaux, qui génère des quantités de lisier et des quantités de fumier phénoménales, avec vraiment des excédents structurels de fumier et de lisier, qui sont du coup des quantités qui sont vraiment surabondantes par rapport aux besoins des cultures voisines. Et où donc, voilà, un des cas vraiment paradigmatiques, c'est celui de la Bretagne, où les quantités de lisier produites conduisent à donc des surplus énormes, qui polluent les côtes bretonnes, mais qui aussi émettent de l'ammoniac, émettent des gaz à effet de serre, etc. Donc, ces changements politiques, ces changements économiques se retranscrivent sur les flux biogéochimiques et ont des effets environnementaux qui sont des effets très forts et qui font que, oui, effectivement, aujourd'hui, l'agriculture est l'un des principaux secteurs, avec sans doute les transports et... On ne va pas dire l'énergie, parce que l'énergie est dans tous les secteurs de l'économie, mais disons avec les transports, un des secteurs qui est aujourd'hui les principaux responsables du dépassement des limites planétaires. Donc voilà, tu le disais au début, les émissions de gaz à effet de serre, les perturbations des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, mais aussi la perte de biodiversité, les polluants organiques ou les polluants émergents avec les pesticides qui sont utilisés de manière importante en agriculture. Perturbation du cycle de l'eau, Du cycle de l'eau, oui, voilà. Donc en fait, l'agriculture est impliquée dans quasiment le dépassement de toutes les limites planétaires. Il y a certains graphes que tu avais mis, qu'on va mettre aussi à l'écran, qui montrent par exemple l'évolution de la fertilisation minérale azotée, comment ça a augmenté vraiment à partir de la Seconde Guerre mondiale, et puis ça s'est stabilisé assez haut. Il y a aussi les cartes que tu montrais, comment les types de systèmes agricoles ont évolué, parce que la Bretagne apparaît comme nouveau territoire, ou en tout cas comme nouvelles conditions d'un système agricole. On a à présent toutes les pièces du puzzle, en tout cas historiquement parlant. Est-ce qu'on peut utiliser tous ces éléments d'analyse pour que ça soit une prospective ? Solution est un grand mot, donc je ne vais pas te demander une solution, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec cette compréhension et cette vision systémique de la chose, qu'elle soit biogéochimique et sociopolitique ? Ouais, du coup, c'est toute la question des scénarios qu'on peut produire à partir d'une analyse la plus précise et la plus minutieuse possible de l'existant, à la fois en termes biogéochimiques, mais aussi en termes de verrous sociopolitiques, de verrous socio-économiques qui se sont mis en place et qu'on peut justement mieux comprendre par l'analyse des trajectoires. Alors, ce travail de scénarisation, de prospective, il a été en fait développé depuis plusieurs années. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Une première manière, c'est de dire, OK, repartons de qu'est-ce qui est possible techniquement de faire, de dire quel est le potentiel technique de l'agriculture aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde. Alors, avec Josette Garnier et Gilles Billen, on a eux ont fait à l'échelle globale déjà ces scénarios, et moi, avec eux et d'autres chercheurs, avec d'autres collègues, on a fait ça aussi à l'échelle européenne, à l'échelle de la France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec très peu de leviers, donc voilà, je vais les citer, le régime alimentaire, la reconnexion de l'élevage et des cultures, et donc des fourrages et des prairies, donc ça c'est le deuxième levier, et le troisième levier, un changement des rotations de culture de manière à réintroduire plus de légumineuses pour pouvoir se passer des engrais à beurre-bôche, eh bien, le potentiel technique de l'agriculture est là pour nourrir et même exporter, donc nourrir la population européenne, nourrir le bétail européen dans les territoires et au niveau national. C'est pareil pour la France. C'est aussi vrai, c'est-à-dire que le potentiel est là pour nourrir le bétail, la population française, exporter des excédents vers les marchés. Alors, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un excédent qui reste disponible. Diminuer considérablement, donc par plus d'un facteur 3, toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, les pollutions en azote, la dépendance aux engrais de phosphore qui sont des ressources minières non renouvelables.
Et donc voilà, en fait, c'est possible. Alors on pourrait se dire oui, mais peut-être c'est possible pour nous, mais en fait c'est égoïste parce que peut-être que en Inde, en Chine, au Nigeria, voilà, en Afrique, peut-être c'est pas possible de faire ça. Donc il y a un papier qui a été écrit en 2014. Donc c'est le premier auteur, c'est Billen et al. Donc qui pose cette question à l'échelle globale de est-ce que c'est possible d'atteindre l'autonomie alimentaire pour le bétail, pour les humains, de transitionner vers une agriculture 100% bio et donc de diminuer les impacts environnementaux avec ces mêmes leviers, donc avec un régime alimentaire équitable, donc qui soit équitable à l'échelle de la planète, la reconnexion de l'élevage et des cultures et des changements dans les rotations de culture. En première approximation, c'est possible. Alors, à l'exception du Japon et du Moyen-Orient. Mais comme de toute façon, il y aurait quand même suffisamment d'excédents pour ces régions, ça ne serait pas un problème. Par ailleurs, je dis c'est en première approximation parce que bien sûr, ces scénarios, ils sont relativement grossiers dans la mesure où ils ne prennent pas en compte des innovations agroécologiques plus fines, comme par exemple le fait d'avoir des cultures intermédiaires qui vont retenir l'azote dans le sol, comme par exemple certaines associations de cultures qui peuvent créer des synergies, par exemple avec des cultures qui ont besoin de soleil et d'autres qui ont besoin d'ombre et qui pourraient être cultivées en association et qui peuvent augmenter les rendements. Bon voilà, je dis ça pour dire que notre estimation, elle est plutôt conservatrice, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment optimiste. Le seul endroit où il y a de l'optimisme, c'est que on suppose que le changement climatique ne va pas modifier de manière substantielle la relation rendement-fertilisation. Mais en même temps, les effets du changement climatique dans l'agriculture sont aujourd'hui très difficiles à prévoir. C'est par ailleurs une question à laquelle on s'intéresse aussi et qu'on cherche à améliorer pour mieux prendre en compte ces effets du changement climatique. Bon voilà, donc déjà, premièrement, d'un point de vue technique, on peut montrer qu'il semble tout à fait faisable et possible de changer de modèle agricole, d'avoir un modèle d'agriculture qui soit tourné vers un développement de l'agroécologie à l'échelle, de manière généralisée. Voilà. Ensuite, on peut aussi réfléchir à, mais bon, du coup, si techniquement ça semble possible et que c'est pas le cas, alors même qu'on sait toutes les conséquences de la crise climatique, de la crise écologique, ça veut dire que les principaux verrous sont ailleurs. Et en fait, je pense que ce que je viens de dire avant sur la trajectoire française et donc qui est inclus dans la trajectoire globale, en fait, nous convainc assez fort de ça. C'est que finalement, le système agricole, l'agriculture française, elle joue toujours un peu de rôle, un rôle alors de stabilisateur politique. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai en France, puisque voilà, 1% de la population qui travaille dans l'agriculture, c'est pas beaucoup. Dans les pays du Sud, c'est différent. Dans les pays où il y a plus de 50% d'agriculteurs, oui, il y a encore un rôle de stabilisateur politique qui est très fort. Mais l'agriculture, elle joue aussi, voilà, elle prend sa place dans un contexte économique particulier. Et donc, je pense que ce que ça nous montre, c'est que il y a une logique de la production, il y a une logique économique qui est à combattre. Voilà, qui est à combattre, disons les choses clairement. Et donc, la question qui se pose, c'est comment les combattre, quel projet proposer à la place. Alors ça, évidemment, c'est pas une question à laquelle les scientifiques, en tant que scientifiques, ont la réponse. Les scientifiques, en tant que scientifiques, ont des éléments pour informer le débat, pour en fait aussi montrer ou pour donner à voir différentes possibilités. Bien évidemment, il s'agit d'un débat public, d'un débat citoyen. Malheureusement, ce débat citoyen, ce débat public, il est bien souvent confisqué aux citoyens. Bon, voilà. Toutefois, on voit qu'il n'y a pas que les scientifiques qui réfléchissent, il y a aussi tout un tas d'organisations syndicales, d'organisations de type associative qui proposent d'autres projets institutionnels pour l'agriculture. On peut penser à la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui n'est pas une association énorme, mais qui fait le travail de montrer quel mécanisme institutionnel permettrait
d'avoir une agriculture qui fonctionne sur un mode similaire à celui de la sécurité sociale, qui s'apparente elle-même, par certains aspects, à un service public. Donc de dire l'alimentation est un droit, la rémunération des agriculteurs est aussi une forme de devoir. Donc voilà, qui travaille sur des scénarios institutionnels. Et maintenant, il y a toujours la question des trajectoires, de dire, bon bah voilà, si c'est possible, techniquement, si ce serait possible institutionnellement avec d'autres institutions, finalement, ce qui bloque, bien entendu, c'est le politique et c'est le système économique. Et donc du coup, qui a intérêt à quoi, qui sont les acteurs susceptibles de se mobiliser. Bon voilà, c'est des questions qui sont évidemment très complexes, puisque c'est pas parce qu'on a intérêt à quelque chose, par exemple, on pourrait penser, en tout cas on aurait des arguments pour dire que, y compris le monde agricole, a des intérêts à la mise en place d'un système de sécurité sociale de l'alimentation. Pour autant, c'est pas du tout ce que défend la coordination rurale, c'est pas du tout ce que défend la FNSEA, c'est effectivement ce que défend la Confédération paysanne de France, mais qui est quand même très minoritaire aux élections de chambre d'agriculture. Donc voilà, on voit que la conscience de classe ne coïncide pas toujours ou pas forcément avec la position de classe. Et donc du coup, voilà, c'est aussi un travail politique, de ce qu'on pourrait appeler une forme de guerre de position, de faire progresser des projets alternatifs. Et donc pour faire progresser des projets alternatifs, il faut les donner à voir, il faut les publiciser. Et donc voilà, ça c'est encore une fois quelque chose qui prend du temps, notamment qui prend du temps parce qu'on n'a pas forcément accès à la parole médiatique, qu'on n'a pas forcément des heures de grande audience pour présenter un programme de sécurité sociale de l'alimentation, pour présenter un projet de socialisation de la production, un projet d'agriculture agroécologique. Et donc, on doit trouver d'autres canaux de médiation pour le faire et essayer petit à petit de faire progresser ces idées. Après, voilà, il n'y a pas que les idées qui comptent. Il y a aussi des moments de mobilisation, des moments de rupture un peu, de crise politique, de crise économique qui peuvent favoriser des accélérations de l'histoire, sauf que ces accélérations de l'histoire, ces moments de crise politique, ces moments de crise économique, on est d'autant moins sûr qu'ils vont favoriser des projets comme ceux que je viens de présenter, que moi j'aurais tendance à qualifier de progressistes. Ils sont d'autant moins susceptibles de faire ça que la guerre de position avant a été faible. C'est-à-dire que pour que la crise économique, la crise politique, elle soit favorable à une transformation agroécologique, une transformation vers plus de justice sociale, vers plus d'égalité, etc. Pour que ces crises elles aillent dans ce sens-là, il vaut quand même mieux que avant on ait travaillé le terrain et que le projet politique soit développé, soit implanté, c'est-à-dire un travail d'implantation dans différents milieux socio-professionnels, qu'il y ait des relais. Et ça, voilà, et bien évidemment, j'ai pas du tout toutes les réponses, mais je pense que c'est quand même ça qu'on doit se dire, et c'est ça qui est un peu une des tâches, y compris des tâches des chercheurs, en fait, de faire sortir la recherche, de faire sortir l'information scientifique, de faire sortir les travaux de prospective du milieu académique pour les amener le plus possible là où ils sont susceptibles d'intéresser les premiers et les premières concernés. Alors, je dis ça, évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de chercheurs, de chercheuses qui aimeraient jouer ce rôle et qui n'y arrivent pas toujours pour des raisons aussi structurelle de la recherche, où on nous demande de publier, c'est-à-dire d'avoir un rythme de publication qui soit très soutenu, où en fait on a déjà des journées qui sont très chargées, et pour réussir à faire ça, il faut réussir à changer de priorité, à se dire ma priorité maintenant c'est pas de publier 4 articles par an en premier auteur, ce qui est complètement dément, mais c'est de faire de la recherche-action, de la recherche participative. Mais voilà, c'est très dur parce qu'on n'a pas les infrastructures, on n'a pas toujours les collectifs de travail, donc ça, il faut les créer. Et puis surtout, c'est pas toujours, alors ça dépend de là où on est, mais c'est pas toujours ce qui est le plus encouragé par nos instituts, les instituts, voilà, quand on voit la politique du CNRS par exemple, c'est pas vraiment de faire de la recherche-action et de valoriser
le lien avec le syndicalisme ou avec des associations à but non lucratif. Hein. C'est plutôt l'inverse. Ce serait plutôt de faire des petites start-up à l'intérieur des instituts financés par l'argent public. Tant qu'ils ne sont pas rentables, ils sont dans le public. Et puis quand ils deviennent rentables, hop, ça va rentabiliser le privé. Donc voilà, je pense que défendre et faire entendre d'autres modèles de société, d'autres modèles économiques, c'est aussi à ça que servent les scénarios. Même si, pour des raisons de déontologie scientifique, bien entendu, c'est de notre devoir de scientifique d'examiner plusieurs scénarios, des scénarios contrastés, et de les évaluer avec les mêmes indicateurs pour qu'ils soient comparables et pour que réellement ça informe le débat public sur la base de travaux scientifiques qui sont menés rigoureusement et déontologiquement. Merci beaucoup, Julia. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Tu as mentionné ces imaginaires, ou en tout cas ces différentes trajectoires également. Je vous invite toutes et tous de regarder par exemple l'épisode avec Gilles Billen que tu as mentionné, celui de l'atelier paysan sur la mécanisation. Tu as parlé de la sécurité sociale pour l'alimentation. On a eu aussi un épisode avec Bernard Friot ou les scientifiques en rébellion pour ce travail de déontologie et de ce rapprochement par rapport aux enjeux politiques. Donc il y a du travail. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt pour un prochain épisode.